Je dois tout d'abord excuser Michel Chauvière. Michel Chauvière, qui a eu une très grande place dans tout le travail qu'on a fait, notamment dans une action dont Christiane Henry va vous parler, qui est SOS médico-social, qui part d'une réflexion de l'appel des appels et dont elle vous parlera plus. Donc il est malade, il est absent, mais il nous a envoyé un texte qui est fondé sur sa grande expérience de ce secteur, puisqu'il est un puits de science à ce propos. Donc il m'a demandé de le lire pour vous. Alors, je suis désolée parce que je n'ai absolument pas ni sa compétence ni son expérience, mais je vais tenter d'être sa porte-parole et ensuite je passerai la parole aux autres. Donc, il commence son texte ainsi. Le médico-social, état des lieux et des mobilisations. Donc il s'excuse d'être absent et il nous remercie d'introduire cette séquence. Donc en France, le médico-social est un secteur né à la fin des années 60. C'est d'abord le monde du handicap, petite enfance, enfance adulte, et celui des personnes âgées en situation de dépendance, et c'est un monde majoritairement au départ associatif. Il intègre également la protection de l'enfance, héritière de l'assistance publique. Ce secteur spécialisé est l'une des précieuses incarnations de la solidarité nationale due aux citoyens les plus en difficulté. La France est une république sociale, affirme la Constitution de 1946 et celle de 1958. Ne jamais l'oublier. Pour caractériser rapidement le médico-social, disons qu'il est au croisement de plusieurs compétences psychiatriques, psychologiques, judiciaires, éducatives, scolaires, sociales, techniques, et qu'il est institutionnalisé et associe établissements spécialisés, services et diverses actions de prévention, de suivi à domicile dans le milieu naturel. Enfin, qu'il est professionnalisé avec une dominante clinique centrée sur la personne. De ce fait, les intervenants sont nombreux et la masse salariale importante. Sous l'effet du néolibéralisme qui surdétermine nos choix européens et nationaux depuis près de 30 ans, cet ensemble est en voie de déconstruction. La décentralisation, les directives européennes, la LOLF et son application sociale avec la loi de rénovation de 2002, la loi de 2005 visant le handicap et hôpital, patients, santé, territoire en 2009, sans oublier la tarification à l'acte. Ainsi, l'outil Séraphin PH prétend mieux répondre aux vrais besoins, entre guillemets, étalonnés des personnes concernées par des prestations adaptées le long d'un parcours hors institution. Ce qui est supposé gommer les considérations cliniques et remplacer les coûteux et inefficaces établissements par des plateformes de services associant fonds publics, investisseurs privés. La politique dite de désinstitutionnalisation montre là son vrai visage économique. Comme le dit Catalina Devangos Aguilar, qui est rapporteuse de l'ONU sur le handicap, il n'existe pas de bons établissements. L'exemple des EHPAD, qui nous a été vraiment très clairement expliqué dans le concret à l'instant, nous montre les résultats des concessions faites au marché depuis plusieurs décennies, renforcées par la loi Borloo de 2006, libéralisant l'espace économique des services à la personne. Profit éhonté, professionnalisation minimale et flux tendu au quotidien. D'où la crise ouverte ces dernières semaines, et je dirais ces dernières années, dans ces établissements. Le secteur du handicap, enfants et adultes, va mal lui aussi, et de plus en plus mal. Il souffre, se sclérose et explose parfois, mais encore trop localement. Dans bon nombre d'établissements et services dédiés aux enfants les plus en difficulté, notamment autistes, polyhandicapés, je peux parler des IME, des hôpitaux de jour, etc., on vit des tensions, décrochages et même des burn-out très préjudiciables. À juste titre sont dénoncés l'aggravation des conditions de travail, la perte de reconnaissance de la part des autorités publiques, la norme financière du mieux faire avec moins,
la tarification à l'acte comme à l'hôpital, les accusations sans preuve des établissements en général, qui sont cités comme lieux d'enfermement, de maltraitance et de routine. Mais aussi les trompe-l'œil qui en fument et cachent les régressions. Ainsi, le programme incantatoire « Zéro sans solution » et depuis peu la conversion invasive à l'inclusion. Pour assurer l'efficacité du New Public Management, une normativité sans limite s'impose en fait à tous les bénéficiaires de fonds publics. Normes administratives, d'informatisation, de sécurité, de management, de contractualisation, d'accréditation, de certification, de dialogue de gestion, et j'en passe. Ensemble, ces normes créent une chape de plus en plus lourde qui décourage les mobilisations citoyennes et professionnelles en ces domaines pourtant prioritaires. Le contrat de confiance avec les gens de métier et l'esprit de service public pour la solidarité ont été sciemment tués. Pareilles mutations fondamentales sont régulièrement présentées et justifiées au nom des usagers, des malades, des personnes. On présume leur volonté d'exiger de tels changements pour plus de rationalité et plus de résultats. Certains d'entre eux, au niveau individuel, peuvent le souhaiter. Mais les usagers ne constituent en rien une forme politique unifiée, capable de soutenir en toute connaissance de cause de tels reculs de droits sociaux. Il en est de même et de plus en plus qui, au contraire, dénoncent ces reculs en lien avec les associations et les professionnels. Si bien que l'argument de l'usager sert surtout à faire passer le changement de paradigme économique. Ce n'est pas fini. Une nouvelle phase s'engage actuellement. Après avoir été soumis à un pilonnage normatif d'origine centrale et décentralisée qui l'a en partie déstabilisé et surtout affaibli, le médico-social est maintenant de plus en plus offert au marché, non par privatisation simple, mais par une voie latérale plus pernicieuse, le recours à des fonds d'investisseurs privés à la recherche de nouveaux profits chez les pauvres, dit Michel entre guillemets, selon les approches de Ronald Cohen. Soucieux de l'impact social, bien plus que du social, et l'encouragement au développement d'un véritable commerce de prestations ou de services en tout genre, sous l'intitulé général du bien-être et de l'inclusion pour chacun, avec une régulation abandonnée à la concurrence. Autrement dit, une bonne partie du social réalisé est désormais offert aux entrepreneurs, aux start-up, entre guillemets, ayant envie de créer et d'innover dans le secteur social, alors qu'ils cherchent avant tout à capter tout ce qui peut l'être des soi-disant ressources dormantes, non actives du social, si solvabilité il y a, évidemment. Voilà donc ce que j'appelle, c'est Michel qui parle, les nouveaux prédateurs du médico-social. De surcroît, ce changement de paradigme se réalise sous l'appellation d'économie sociale et solidaire, la fameuse troisième voie qui renaît de temps en temps depuis la fin du XIXe siècle et où se sont réfugiées ces dernières années bon nombre d'associations d'action sociale, croyant ainsi mieux se défendre collectivement. La création toute récente d'un haut commissariat à l'économie sociale et solidaire est désormais l'instrument central de cette stratégie, dite aussi social business. C'est pourtant un détournement de sens, désignifiant, social, solidaire, une imposture donc. Le collectif SOS médico-social et la pétition Urgence Handicap Danger, lancée avec d'autres collectifs de parents et les professionnels et l'ADA, qui a dépassé 25 000 signataires ces derniers jours, sont nés de ce constat, de l'inacceptable de la situation qui en résulte pour les bénéficiaires et les professionnels, et de la nécessité de regrouper nos forces aussi transversalement que possible pour agir contre la casse du modèle social français. Michel Chauvière, 7 septembre 2019. Donc, voilà un constat très clairement argumenté de la situation où nous nous trouvons, que nous allons vous exposer de façon maintenant plus précise suivant les différents secteurs, donc médical, psychiatrique, social. Et donc je vais passer la parole à Christiane Henry qui va nous parler de ce qui concerne les établissements du type IME, etc.
puis je laisserai la parole aux autres. Vas-y Christiane, je te passe la parole. Je te laisse te présenter. Merci. Bonjour à tout le monde. Je dois dire que je suis encore un peu sous l'émotion de la dernière table ronde. Ces militantismes-là, ces insurrections-là me touchent profondément. Profondément. Je ne sais pas comment vous le dire, sinon avec l'émotion qu'il y a dans ma voix, peut-être. Peut-être parce que j'ai toujours milité comme ça aussi, voilà. Souvent dans une grande solitude, il faut bien dire, jusqu'à atterrir au ministère de la Santé par des voies que j'ai peut-être pas encore complètement comprises, et avoir travaillé donc en dernier lieu avec M. Borloo, dont j'ai entendu dire le chef de cabinet ceci: vous ne me direz pas, Madame Henry, que les pauvres et les handicapés ne plombent pas un pays. Donc vous avez entendu ça dans un ministère des Affaires sociales et de la Santé. Je peux vous dire que vous en prenez plein la tête et que vous repartez dans votre bureau en ayant du mal à marcher. Ça n'a pas éteint toutes mes forces. Quand j'ai pris ma retraite, après un parcours d'assistante sociale qui m'a amené au ministère, et je ne vous dirai pas comment, c'est trop compliqué, ce parcours d'assistante sociale, dans ce parcours d'assistante sociale, j'ai rencontré l'ADA. Je le dis à chaque réunion de l'ADA, ça s'est passé comme ça. La question des métiers me tracassait particulièrement, puisque j'avais l'impression que mon espace de responsabilité et d'exercice du métier d'assistante sociale m'était complètement, me devenait interdit. On broutait mon espace de responsabilité. Alors par exemple, on me disait, bah, vous savez, ça c'est une famille catégorie 4, vous allez la recevoir 10 minutes. Je ne sais pas ce que ça veut dire, moi. Voilà. Et puis il y a eu cet appel des appels sur la question des métiers, et là, comme d'autres ici, je peux vous dire que je me suis branchée sur cet appel. Et je me suis dit, ben voilà, de quoi retravailler mon espace de liberté d'exercice professionnel. J'avais tout le temps dans la tête une espèce de triangulation que je vous livre, triangulation un peu bizarre, que j'essaye de transmettre pourtant encore maintenant partout où je vais, à savoir, vous auriez un triangle avec un pôle qui s'appellerait usager, et usager, c'est pas le Kleenex qu'on jette, hein. C'est l'utilisateur d'un droit créance qu'on a construit tous ensemble pendant des années, des années et des années. Et depuis le CNR. Voilà, ça c'est l'usager. Il revendique pendant un temps un droit créance. Voilà. Il y a un autre pôle qui s'appelle le pôle des professionnels. J'étais dans ce pôle, moi. Voilà, un pôle de travail. Alors c'est un travail clinique, c'est un travail social, c'est un travail de journaliste, c'est un travail de médecin, c'est un travail d'enseignant, etc., etc. Et puis un pôle que j'appelle le pôle des décideurs. On nous a vendu au moment de la décentralisation comme un pôle nécessaire de proximité et de démocratie. Moi j'y ai cru au début, on était en 81, c'était formidable, hein, la démocratie participative et toutes ces histoires-là, on y croyait un peu et on se disait si les décideurs sont près de nous, on va pouvoir leur transmettre ce qu'on a à leur dire sur les besoins impossibles à satisfaire en reste des usagers. Et puis, on va les interpeller, construire une interpellation, et ils vont peut-être nous répondre. On va bien nous en a pris. Hein. Je peux vous assurer, le social y a perdu son existence d'une certaine manière. Il reste aujourd'hui le social de droit commun. On l'a perdu. Il reste aujourd'hui le médico-social. C'est quoi le médico-social? Eh bien, c'est tout, entre autres, tout ce qui concerne l'accueil des personnes handicapées. Des enfants. Des enfants qui arrivent en IME après des moments, des temps, d'exclusion épouvantables chez la nourrice, à la crèche, etc., etc., à l'école maternelle. Ils arrivent, ils ont la chance de trouver une place dans un établissement, comme le nôtre à Saint-Germain-les-Arpajons, enfin Fond-de-l'Essonne, je ne vous dis pas. Ils arrivent détruits déjà.
détruits par l'exclusion qu'ils ont vécue, la MDPH, les stigmatisations, les diagnostics qu'on ne sait pas faire, qu'on ne veut pas faire, qu'on n'ose pas faire, les parents abîmés. Et enfin, ils ont une place dans un établissement comme le nôtre. Il s'appelle, je vous le dis avec émotion, l'IME André Coudrier. Il y a des bons établissements. Ça existe. Je peux vous dire que ça existe. Celui-là en est un. On accueille les enfants comme ils sont. On est là avec eux. Ils ont leur propre vie là, une vie à eux, qui ne dépend pas que de la famille, des parents. Ils ont des soins qui sont gratuits. C'est la loi de 75. Ils ont des prestations d'orthophonie, quand on trouve une orthophoniste qui ne s'est pas installée en libéral et qui veut bien encore travailler en institution. Ils ont de la psychomotricité s'ils en ont besoin. Ils ont tout un service de maîtresse de maison qui les soigne. Voilà. Bon. On a des enfants qui sont très très lourdement handicapés. Et on organise, parce qu'on se redonne les moyens financiers, parce que ce n'est pas l'ARS qui nous verse l'argent nécessaire pour partir en Laponie comme cet hiver à la recherche du Père Noël. Et ça, c'était quand même quelque chose. On emmène nos 44 enfants à la recherche du Père Noël. Et voilà qu'on apprend, enfin moi je le savais depuis longtemps, que cet établissement va fermer. J'ai oublié de vous dire que les enfants ils sont à la fois externes et internes et qu'on a tenu sur ce volet-là parce qu'on pense qu'un enfant handicapé a le droit à sa propre vie dans un établissement quand les parents sont trop fatigués, quand ils le souhaitent, donc sa chambre est installée. Donc le matin, il nous dit s'il veut être interne ou externe. Ben, pour tenir sur ce volant-là de l'accueil des enfants handicapés, c'est difficile. Mais jusqu'à maintenant, on a tenu. Mais peut-être que on va faire comme M. Martin et que bientôt, il va falloir s'enchaîner à l'établissement pour continuer à exister. Pourquoi? Parce que depuis maintenant un petit moment, la définition du handicap par le Bureau international du travail, et bien longtemps de ça déjà, qui commençait à nous dire mais non, il n'y a pas d'handicapé, il y a juste un environnement qui ne s'est pas adapté au handicap d'un tel ou d'un tel. Moi, je veux bien, je peux vous dire qu'il y a des enfants handicapés, qu'on n'a pas peur du mot, et qu'on essaye, autant que faire se peut, de rendre sa vie la moins difficile possible. J'aime pas le mot autonome, on a les oreilles rebattues, mais nous, on pense qu'un enfant, au présent, au jour le jour, a droit à une vie à peu près vivable. Voilà. Après le Bureau international du travail, qui nous a déclaré ça en grande pompe, on a vu l'Europe, avec la classification des services. Alors, les services, vous savez, au titre de la concurrence libre et non faussée, dont vous avez sûrement entendu parler, parce que qui n'en a pas entendu parler, les services ont tous été classés en catégories. Et figurez-vous que les services médico-sociaux, donc les établissements, étaient classés en catégorie d'intérêt économique général. Avec Michel Chauvière, que je connaissais depuis bien longtemps, qui m'avait aidé à mener encore des états généraux. Je ne sais pas ce qu'on fait avec les états généraux, mais on ne fait pas grand-chose, croyez-moi. Moi, j'ai mené des états généraux du social pendant 2 ans et demi, ça n'a pas donné grand-chose. Mais enfin bon, il faut essayer, de toute façon. Des états généraux ici ne sont pas les mêmes que les états généraux là. Donc, en tout cas, avec Michel Chauvière, on s'est dit qu'il fallait essayer, au niveau européen, d'intervenir pour essayer de sortir ces services médico-sociaux de l'emprise des services économiques d'intérêt généraux. On voulait expliquer que c'était autre chose que ça. On n'y est pas arrivé. On a dû traduire des textes, tout doit être en anglais là-bas, à Bruxelles, et ça a été très compliqué. Merci à Michel. Merci à Joël Henry qui nous aide aussi beaucoup. Voilà, on s'est beaucoup battu au niveau européen, on a perdu. Et à partir de là, je peux vous dire qu'on a eu droit à une déclinaison de méthodes, d'outils absolument épouvantables. On a eu des protocoles, on a eu des COM, des CEPOM, contrat pluriannuel objectif moyen, avec obligation de se réunir avec d'autres établissements. Ils ne voulaient plus parler avec une petite association qui avait 24 établissements en charge, ce n'est pas suffisant. On ne parle qu'avec les gros dans ce monde-là. Hein, y compris les grosses associations,
Donc voilà, alors oui, je sais. Non mais c'est comme avec les familles, hein, c'est 10 minutes et pas plus hein, ici aussi. Hein. Alors, c'est pas grave. Donc je continue encore un petit peu, juste un petit peu, pour vous dire qu'après ça, on a eu droit, après les CEPAM, on a eu droit à la nomenclature à l'acte, je vous passe sur les détails. Après quoi, on a eu le Séraphin PH qui porte un nom d'archange, je ne sais pas quoi, mais je peux vous dire que c'est pas du tout ça. C'est juste une tarification à l'acte de nos établissements. Et là, maintenant, on en est à la fermeture des établissements. Merci, Madame Cluzel, secrétaire d'État aux personnes handicapées, qui, au nom de l'inclusion, parce qu'on va jusqu'à détourner le langage à ce point-là, c'est-à-dire qu'on appelle inclusion ce qui n'est qu'exclusion. Voilà. Très bien. Merci, Christiane. Toi aussi, tu parles de l'intérieur et tu fais vibrer les choses d'une expérience vécue qui est assez remarquable. Je dois dire que dans ta modestie, ça ne te le dit pas assez. Mais bon. Là maintenant, c'est Catherine Kaleka qui va prendre la parole et qui va parler donc encore de la santé et du médico-social à travers les personnes âgées, dont elle est une spécialiste. Oui, alors SOS, d'abord je voulais vous signaler à la suite des paroles de Christiane que cette pétition dont nous parlons depuis tout à l'heure, nous en avons des exemplaires qui sont là-bas au comptoir, au fond, aux inscriptions, et que vous pourrez récupérer pour éventuellement les signer. Donc ça, et vous y trouverez aussi... dans ce site de la pétition, vous trouverez l'annonce de journée qu'on organise le 21 septembre à propos de cette à la Bourse du Travail à Paris. À la Bourse du Travail à Paris. Donc, pardon? C'est la grande manif des Gilets jaunes. Mais oui, mais c'est la journée mondiale de la paix aussi. C'est la journée du CEPE aussi. Voilà. Donc, SOS médico-social. Qu'est-ce que c'est et comment s'y inscrire? Pour ma part, j'y étais inscrite professionnellement depuis des années, puisque j'ai commencé à travailler dans le secteur des CMPP, donc des enfants en difficulté scolaire, des enfants handicapés en IME, et des enfants. Ensuite, je me suis intéressée au monde de la gériatrie, je dois dire au départ, complètement par opportunisme, parce que c'était le seul endroit où on me proposait un plein temps, et j'avais 2 enfants en bas âge, et je ne pouvais pas courir partout. Ce que j'y ai découvert m'a proprement fascinée et sidérée. C'était à l'hôpital Charles-Foy, qui était à l'époque le plus grand hôpital gérontologique d'Europe, qui sortait du monde asilaire, puisqu'il y avait encore marqué hospice et asile d'Ivry sur la porte au moment où j'y suis allée. Alors, un univers de soins de la gériatrie qu'on n'avait pas encore créé comme spécialité médicale à cette époque, marqué par l'hôpital, l'asile et la tradition des maisons de retraite, qui se modernisent, entre guillemets, en inventant le concept de dépendance. Successivement aussi, puisqu'on parlait des concepts et de l'inclusion, etc., ont été nommés les concepts d'aidants, les concepts aussi que j'appellerais d'alzheimerisation, c'est-à-dire que plus aucun vieux n'était indemne d'une pathologie potentielle. Donc, on n'a plus le droit d'appeler les gens avec de l'âge des vieux, il faut dire des personnes âgées. Alors les gens disent les âgés, et puis parfois on dit un âgé, parce qu'on ne sait plus trop comment dire. Et je me demandais aussi, je me suis fait, mais vraiment, assassiner à une conférence quand j'ai parlé de vieux, parce que c'était discriminatoire. Et je me suis demandé si je devais parler de personnes avec âge, finalement. Sauf que, de quel âge? Est-ce qu'un nourrisson est une personne avec combien d'âge? Un adolescent, une personne avec âge? Et un âgé, une personne avec beaucoup d'âge? Enfin bref, finalement, est-ce qu'on ne peut pas les appeler trésor national vivant puisqu'ils ont continué? Alors,
ce qui est intéressant dans cet univers, et je ne vais pas durer trop longtemps, c'est qu'il n'a pas du tout été infusé, comme l'ont été nos collègues qui sont ici présents et qui vont vous parler ensuite, de la culture et de la réflexion justement du médico-social et de la psychiatrie autour de l'institution. C'est-à-dire que c'est vraiment il y a eu une transition brutale entre l'hôpital et les établissements. Alors là aussi, on est passé de maison de retraite à établissement, attendez, moi aussi je me trompe, pour personnes âgées dépendantes. Et on me faisait remarquer il n'y a pas très longtemps qu'on est passé de maison, ah oui c'est ça, établissement d'hébergement. Ce qui veut dire que on est dans une espèce d'aporie qui est que les gens sont supposés habiter dans un endroit où ils ne sont qu'hébergés. Avant on disait maison de retraite, et on disait je suis dans ma maison de retraite. Mais quand on est hébergé, en fait, il est marqué que c'est transitoire. Donc en fait, parce que les gens vont mourir, bien sûr. Il ne faut pas se leurrer. Alors, bon, ça c'est toute une question qui s'est posée. Je ne reprendrai pas parce que vraiment, notre ami qui a parlé tout à l'heure, Alma Saïd, a dit, vous a vraiment très bien dit ce qui s'y passe. Moi, je le vois en tant que chercheur et je passe ma vie à expliquer que les soins qui sont donnés ne sont pas des soins techniques, mais des soins humains, et que le soin humain prend du temps. Elle vous a dit que c'est une personne pour 12. Ce qu'elle ne dit pas, et que je peux vous dire parce que je connais les chiffres, c'est qu'il y a 50% d'absentéisme dans les personnels d'EHPAD à cause des difficultés de santé, notamment du mal au dos qu'ont les gens et des burn-out. Ce qui veut dire que ce n'est pas 12 personnes, mais c'est parfois 24 personnes. Je vous rappelle qu'en crèche, c'est un personnel pour 5 enfants qui ne marchent pas, en crèche, et un personnel pour 8 qui marchent. Là, les personnes dont on s'occupe, elles ne peuvent pas marcher, elles sont lentes et fragiles et douloureuses. Donc cet univers de peu de personnel, peu qualifiés, qui sont en grande difficulté économique, le personnel lui-même, il est soumis à des exigences qualitatives importantes. C'est-à-dire qu'on va nous parler de qualité des soins. On ose demander à mes collègues psychologues de faire des cours à des gens qui travaillent à une personne pour 15. On leur dit qu'il faut travailler sur la qualité des soins et de la prise en charge de la toilette qui doit être faite uniquement avec douceur et précaution. Et mes collègues psychologues donnent des cours de ça à des collègues à qui on donne une journée de congé pour apprendre qu'ils devraient quand même faire un peu plus attention à leurs 24 personnes. Donc c'est un pur scandale. Et là où je continue à travailler, donc moi en tant que chercheuse là-dedans, mais ce que je vois avec vraiment intérêt, c'est qu'enfin, il y a quelque chose qui se retourne contre le système, c'est que le personnel s'est emparé de la notion de qualité des soins, et maintenant il la revendique, et il demande à avoir le droit de faire des soins de qualité, et pour ça, je les remercie. Voilà, c'est ce que je vais conclure, c'est que pendant une période, j'étais complètement désespérée. Maintenant, je vois que le personnel s'empare lui-même de la question de la qualité des soins et la prend à son compte. Voilà. Merci. Alors, je me redonne la parole pour la repasser à Dominique Terre, qui va nous présenter ce qu'il en est du domaine du médico-social dans l'hôpital et dans le soin psychiatrique. Je la laisse le définir beaucoup mieux que moi. Je lui passe la parole. Merci. Non, je ne vais pas parler du médico-social dans la psychiatrie, je vais essayer de parler de la psychiatrie elle-même. C'est un monde extrêmement complexe et délicat. Et en rendre compte en quelques minutes, là, c'est quasiment impossible. Il va être un travail de simplicité, de simplification. Vous m'excuserez si c'est un peu banal, ce que je vais dire, mais quand même. Donc la psychiatrie est sinistrée, ça commence comme ça. Il y a un lent mouvement qui
s'avance comme ça de destruction des liens, des lieux, des institutions, de la mission de service public qui est celle de la psychiatrie. Il n'est plus un lieu d'accompagnement de la folie, et ce qui, moi, m'a fait devenir psychiatre, c'est m'intéresser à la folie, notamment celle qui m'habite, qui est mon humanité, comme disait Eul. Donc, il y a plusieurs façons d'attaquer ce lieu extrêmement complexe. Comme il y a plusieurs aspects, chacun des aspects est attaqué. Donc je reprendrai ce qui a déjà été dit, mais qui est tellement vrai en psychiatrie, qui est un paradigme quasiment d'un fait social. Il y a les moyens. Le taux directeur est en baisse, il est négatif depuis plusieurs années, alors que dans le médico-social, en CMP, où je travaille également, j'ai travaillé, il était encore positif, même s'il était très bas et qu'il ne permettait pas de maintenir les moyens. Là, il est négatif. Ça veut dire fermeture de services, suppression de personnel. On retrouve là les difficultés qui viennent d'être dites, mais qui ont été dites aussi ce matin et hier, tout à fait par l'éducateur spécialisé. Le fait de supprimer les moyens, ça n'est pas anodin. C'est une façon de détruire un lieu. Surtout quand les moyens, c'est des humains. Il y a aussi du coup, on dit l'insurrection des consciences, l'insurrection sociale des consciences, mais en fait, ce que l'on demande, c'est quelque chose qui est de conserver ou de revenir à ce qui a été notre pratique il y a quelques années. Moi, j'ai connu des institutions, oui, qui étaient bonnes, absolument, je le revendique, les services où j'ai travaillé, en psychiatrie publique, c'était des lieux où il n'y avait pas l'enfermement comme la réponse au manque de personnel et de temps pour s'occuper des gens. L'enfermement, la camisole chimique, mais aussi des murs par les chambres d'isolement. Ça, on va en parler mieux, je pense, tout à l'heure. Donc, cette idéologie de l'enfermement qui est dans les actes, dans la peur, qui s'installe de ce contact avec cette chose si difficile qu'est la folie, passe aussi par l'objectivation. On l'a tellement dit, j'ai dit des choses qui ont tellement été dites et rabâchées, où la personne est réduite à son symptôme, qui est une objectivation et qui est complètement extérieure à sa condition de sujet, c'est-à-dire qu'il y a l'abrasement de la condition de sujet, une espèce de mort, de réclusion. Donc, réduire au silence ce qui peut être l'expression d'une souffrance. Bon. Alors, tout ce qu'on voit dans le médico-social, effectivement, est déjà à l'œuvre en psychiatrie, et depuis un grand moment, avec l'abandon de l'éthique, des pratiques qui ont été les nôtres et que nous avons du mal à retrouver. Donc il y a la rationalisation des moyens, on l'a dit, les CEPOM, la même chose en psychiatrie, contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. L'objectif en psychiatrie, c'est quoi? C'est aller mieux, c'est sortir de l'hôpital, c'est de libérer du temps. Enfin, qu'est-ce que c'est qu'un objectif pour la psychiatrie? Ça reste un mystère pour moi. Donc, il y a aussi, et ça c'est assez terrible, l'occupation du terrain, qui sont les bras armés de l'exécutif actuellement, de dire oui mais nous, on a des solutions, oui ça coûte cher, ça prend du temps, mais nous, on vous donne le moyen de faire mieux et plus vite, avec les neurosciences, avec l'examen des trajets, des faisceaux neuronaux du cerveau, voire même avec l'application de stéréotaxie de lieux cérébraux, on va faire tout ça en thérapie brève, très rapide. C'est des crises et ils sortent. Donc, ça coûte moins cher. Et pour ça, il y a une des armes idéologiques. Alors, il y en a qui sont portées par
par les cognitivistes, par les comportementalistes, j'y vais vite bien sûr, et de façon caricaturale, mais également par les personnes, par exemple, représentées par l'association fondamentale, qui a obtenu les moyens d'avoir un IRM, d'avoir un peu d'argent, et qui sont actuellement à l'oreille de l'exécutif. Mais seulement, ce qui est là derrière et qui m'effraie particulièrement, et qui était à l'origine du mouvement de pas de zéro de conduite en 2006-2007, et du CEPE actuellement, c'est-à-dire du Construisant ensemble la politique de l'enfance, c'est le déterminisme génétique. Voilà. Le déterminisme génétique, on ne dira pas qu'on ne savait pas ce que ça a pu donner, vu la façon dont ça a été utilisé dans les années 30 et 40 en Europe, en Autriche et en Allemagne. On le sait. En France, aux États-Unis aussi. Le déterminisme génétique, ça vous l'avoir, l'eugénisme, enfin bon, vous savez tout ça. Moi, ça me fait peur. Peut-être que j'exagère, peut-être que j'y vais fort, mais ça me fait peur. Et donc, le temps des 10 et de l'autisme est là pour venir donner chair à tout ça. L'autisme est un paradigme de complexification de cette question du biomédico-social, dont le social a été évacué. Donc, moi, je vous renvoie à l'œuvre que je trouve remarquable de Edith Schaeffer, qui s'appelle les enfants d'Asperger ou les dossiers noirs à l'origine de l'autisme. Bon, je ne vous dis pas plus, allez-y, ceux qui connaissent savent de quoi je parle, les autres ils vont le découvrir en lisant ce livre absolument remarquable sur l'incidence de ce que c'est que cette notion d'autisme et qui est à l'œuvre pour, oui, je trouve, détruire quelque chose de l'humain et du sujet et qui est à la base de la politique actuelle de l'inclusion. Il faut inclure les autistes. C'est une vaste supercherie pour l'instant, à mon sens. Donc, cependant, la folie est irréductible, je pense, mais notre engagement aussi. Notre engagement est irréductible. Et ce que je remarque, moi, et qui est tout à fait important, qui continue à être engagé et à militer dans de multiples collectifs, qui concernent et l'enfance et la psychiatrie, et le médico-social, il faut le dire, c'est qu'il y a des résistances. On en a entendu des effets là, mais un peu partout, en France, aujourd'hui, vous êtes tous alertés par les problématiques de l'hôpital. Alors, l'hôpital psychiatrique, vous avez peut-être été touché par ce qui s'est passé à Rouvray, ce qui s'est passé à Pinel, enfin, de ces luttes infirmières et puis médicales du milieu psychiatrique. Mais il y a les urgences de médecine somatique, et où il y a un rapprochement actuellement, où nous travaillons à participer au mouvement des urgences des hôpitaux généraux, parce que les infirmiers psychiatriques et les psychiatres sont dans les urgences. Donc il y a forcément là une convergence. Donc j'y vois, moi, un élément d'optimisme, c'est le rapprochement des luttes, le partage dont il était question tout à l'heure, des différents champs qui s'occupent de l'enfance et de la médecine. Voilà. Donc, pour cela, je ne vais pas être longue, même si je le suis un peu, j'ai demandé à des collègues à moi de terrain de venir faire part de leur expérience de praticien, de nous dire comment, sur le terrain, les choses se passaient pour eux, donc en pédopsychiatrie, l'enfance et la psychiatrie. Donc j'ai demandé à Sandrine Deloche et à Martin Pavelka, tous les deux responsables de secteur, enfin, de ce qu'on appelait le secteur, de pôle de pédopsychiatrie dans la région parisienne, de venir dire où ils en sont et comment ils se saisissent de ce qu'ils peuvent pour résister. Et puis j'ai demandé à Parvis Denis, mon collègue chez les adultes, depuis leur chef de pôle aussi depuis longtemps, dans le 94, comment
il peut continuer, à l'instar de cette professeure-là tout à l'heure qui fait du théâtre avec les enfants dont elle s'occupe, comment lui, il peut introduire quelque chose de la culture dans son service comme soin. Voilà. C'est une création et il l'appelle lui-même une zone à défendre, une ZAD. Donc voilà, j'ai donné la parole aux ZAD. Donc on va commencer par Sandrine. C'est rapidement le titre, Les enfants d'Asperger. Oui. Oui, c'est le titre, ça s'appelle Les enfants d'Asperger ou le dossier noir des origines de l'autisme. Voilà. Monsieur Asperger, hein. Il faut que vous appreniez à connaître ce monsieur. Voilà. Bonjour à tous, merci Dominique de me donner la parole. Alors je vais être assez brève vu qu'on n'a plus beaucoup de temps. Alors je ne suis pas, petit détail qui n'en est pas un, je ne suis pas responsable de CNP, c'est-à-dire que j'ai activement échappé à cette responsabilité justement pour pouvoir être plus en lutte. Parce que plus j'ai vu que les choses avançaient du côté sanitaire ou médico-social, c'est-à-dire que quand même la cible, c'est quand on était en responsabilité qu'on représentait l'institution. Moi j'ai choisi de faire justement un pas de côté et de ne pas être dans une position de responsable pour pouvoir essayer de faire des allers-retours entre ma pratique et une pensée collective ou une pensée en lutte. Alors, moi j'ai été très intéressée par tout ce qui s'est dit hier et ce matin. Alors, ce qui me préoccupe aujourd'hui dans ma pratique, c'est, au-delà des organisations paradoxantes dont on est tous, de près ou de loin, dont on subit un peu effectivement toute cette destruction de la capacité de l'en commun, de la capacité de penser, c'est quand même quelque chose qui a à voir avec la passion de l'ignorance. Quand on a intégré notre CMP dans le 14e, alors que c'était un outil qui marchait fantastiquement bien, j'ai compris qu'en arrière-plan, les technos qu'on invitait pour essayer de trouver un dialogue ou pour qu'ils nous expliquent les pourquoi, ne voulaient absolument rien savoir de ce qu'on faisait. C'est-à-dire que presque leur axe, c'était l'ignorance. Et c'était presque aussi, et j'ai compris comme ça dans l'après-coup, qu'en fait derrière ça, il y avait une sorte d'expérimentation in situ dans le milieu, c'est-à-dire qu'en fait, ils avaient fait venir un stagiaire de l'école de Rennes, ce que moi j'appelle un bébé directeur, pour faire le job, enfin le sale boulot. Mais comme il était jeune, frémoulu, avec plein d'idéaux et plein de choses dans la tête, et que j'ai compris qu'effectivement il avait une espèce de sang-froid, enfin de quelque chose de très exécutant, de très exécutif dans sa manière de faire, je lui ai proposé, parce que ça me paraissait indispensable, qu'il vienne pendant une semaine suivre mon travail et qu'après on puisse parler. Bon, autant vous dire que ça a été un refus total, mais je pense qu'il faut absolument qu'on lutte contre cette passion de l'ignorance. Pourquoi j'en viens à ça? Parce qu'il y a les injonctions techno, et puis il y a nos collègues confrères médicaux qui aussi, dans tout ce déploiement neuroscientiste à propos de la pédopsie, veut aussi asseoir quelque chose du côté de l'ignorance de ce que l'enfant amène quand il est malade. Et cette question qui est complètement balayée avec la façon dont ils mettent des protocoles en place, par exemple, pour un enfant agité, pour un enfant avec trouble attentionnel ou les 10, c'est la composante sociale du trouble de l'enfant, j'ai envie de dire même la dimension politique du trouble de l'enfant. Moi, j'ai été, avec beaucoup de fierté, enseignée par une équipe qui avait un pied dans le terrain très fort, qui était politiquement engagés dans leur pratique. Et ils me l'ont transmis. Et finalement, ce que je vois, c'est ce désemboîtement actuellement entre la dimension politique du trouble de l'enfant et ce fameux trouble qui est de plus en plus resserré sur la question de l'organe. C'est-à-dire que l'inconscient n'existe plus, la complexité psychique n'existe plus, et alors, autant vous dire que la composante environnementale, on n'en parle même pas. Et là, je trouve que, de près ou de loin, il faut qu'on se questionne sur ça. C'est-à-dire que moi, du coup, je me suis dit, mais alors quoi?
On me demande de ne plus faire une pratique psychosociale, on me demande de ne plus regarder la composante sociale, alors que sur le terrain, elle m'envahit complètement. Je veux dire, je fais autant un travail social que médical tous les jours dans ma pratique. C'est-à-dire qu'effectivement, un enfant qui va mal, il faut déployer son histoire, il faut déployer de là où il vient, des secrets de famille, enfin, vous connaissez tout ça. Alors, soit je prends acte de cette désunion, et à ce moment-là, effectivement, comment j'interroge ou comment on doit interroger les politiques? Parce que ça vient aussi refléter un désengagement politique de la question de comment la société produit des troubles chez l'enfant, quelle violence institutionnelle crée des troubles chez l'enfant. Et la deuxième, j'ai envie de dire, la deuxième chose, moi, qui me beaucoup dans ma réflexion, c'est par exemple, l'enfant agité, si on ne lui renvoie pas quelque chose de sa subjectivité, si on ne lui renvoie pas quelque chose que oui, ça vient dire quelque chose, mais au-delà du symptôme, et qu'on va essayer de comprendre ensemble, je pense que c'est une violence fondamentale. C'est une violence fondamentale, mais surtout, on lui transmet la passion de l'ignorance aussi. Parce que quand même, c'est une sacrée aventure quand on s'occupe d'un enfant d'essayer qu'il prenne conscience que son symptôme a un sens caché et qu'il va en prendre acte à un moment donné. Et là, c'est vrai que je pense que les enfants, c'est des personnes politiques en devenir, enfin c'est un individu, un sujet politique, et je pense que nous, pédopsychiatres engagés, on doit absolument avoir cet acte. Et finalement, les patients, les familles les plus complexes, les plus inextricables, je suis presque à remercier que tout ce qu'on met en place ne marche pas, parce que ça nous oblige à devoir réinventer des choses, ça nous oblige à re-questionner, et ça nous oblige à re-questionner effectivement comment notre pratique doit être éminemment politique. Alors, à propos de ça aussi, je voulais reprendre un peu dans cette interdiction de penser, très vite, j'arrête, quand même, reprendre la question de la solitude, qu'on a beaucoup débattu, enfin que j'ai beaucoup entendu, avec la question de l'isolement. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'effectivement, il ne faut pas être seul, il ne faut pas se cantonner à une solitude, mais je pense qu'il faut aussi éprouver l'isolement, c'est-à-dire ce que dit Hannah Arendt, c'est-à-dire se retirer de la scène et réfléchir, être en dialogue de soi à soi. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense que être dans une pratique politique et de proposer ça à l'enfant, c'est éminemment lutter aussi contre toute la question du numérique, de l'hyperconnecté dans la solitude. L'enfant, il est complètement hors sol dans cette question de l'addiction numérique, et nous aussi presque. Et j'ai envie de dire qu'on doit absolument faire un réancrage au sol, dans du circuit court, dans du local, dans du milieu absolument, mais aussi accepter qu'il y a quelque chose où on doit éprouver cet isolement, cette conscience douloureuse, mais qui peut avoir des arrière-plans collectifs. Donc, effectivement, le collectif, c'est hyper important, que ce soit l'ADA ou d'autres. Et récemment, je vous livre juste ça, j'étais dans un pays cet été où les hommes bergers exercent leur voix dans l'écho. C'est-à-dire qu'ils sont dans les montagnes et la façon de dire « je suis là, mais est-ce qu'il y a un autre ?» Ils crient dans les montagnes et ça fait écho, et ils se renvoient l'écho. J'ai trouvé que cette image était hyper belle sur la question des collectifs dans un collectif, mais des collectifs à plusieurs. Voilà, entre eux. Donc gardons l'écho. Donc Martin. Je vais rapidement enchaîner. Martin Pavelka, je suis psychiatre d'enfants et je travaille donc dans le champ de pédopsychiatrie publique, à l'hôpital public, et dans le domaine de la protection de l'enfance. Si j'avais été là pour rien que pour dire la protection de l'enfance, pour que ce terme sonne ici dans cette salle-là, je pourrais passer le micro. Je suis très content de ne pas oublier ce champ-là qui est aussi, comme l'hôpital public, dans la voie de déconstruction et privation de moyens. Donc, vous voyez, travailler dans ces deux contextes, il faut vraiment pouvoir survivre. Je ne vais pas vous dire combien l'appel des appels, pour moi, quel rôle il jouait dans cette survie professionnelle. Hein.
qu'il a joué, qu'il joue, et j'espère qu'il va jouer encore. J'avais un laïus là-dessus, mais c'est pas très important. Ce qu'on peut peut-être apporter, nous, du domaine sanitaire, c'est la façon dont les choses évoluent. Deux choses. Grâce donc à cette survie psychique qui me permet aussi de m'exprimer dans les instances de l'hôpital, je observe une évolution. Le précédent directeur, qui était encore le directeur, hein, il me laissait parler et puis il disait parfois c'est intéressant. Ça s'arrêtait là, évidemment. Mais vous voyez, il y a quelque chose de cette réponse-là. La nouvelle direction, le nouveau management qui est arrivé récemment, quand quelqu'un s'exprime, bon, je parle de ma situation subjective, mais je pense que je pourrais parler aussi, ça vous concerne dans ce que vous vivez. Aujourd'hui, quand je m'exprime et je fais un commentaire des projets, par exemple, pour l'établissement, je rencontre, à 2 reprises déjà, j'ai rencontré un silence qui était provoqué par la directrice, qui a fait comme ça avec la main, pour que les personnes qui étaient interpellées par moi, hein, ne s'expriment pas, pour qu'il y ait un silence. Si vous voulez, c'est un geste très signifiant et de l'évolution de l'hôpital. En fait, ce n'est plus une directrice de l'hôpital, c'est juste une personne qui est envoyée par l'ARS pour gérer des problèmes que l'ARS a envie d'appliquer dans les établissements. Et puis la dernière chose que j'ai envie de dire, nous sommes... comment dire, la psychiatrie, elle est disons, compartimentée théoriquement, on peut dire, dans plusieurs champs qui étaient déjà mentionnés, en allant d'un côté des psychistes, de la psychanalyse, de la psychodynamique, et de l'autre côté vers la dimension organique, enfin, les neurosciences, le neurone, la génétique, et je crois que c'est toutes ces parties-là qui apportent quelque chose à la psychiatrie. Seulement, très rapidement, et c'était encore récemment à la journée de 15 août à la Borde, très rapidement, quand il y a des discussions autour de la psychiatrie, il y a une sorte de combat qui se profile entre les psychistes et entre les comportementalistes, les généticiens, etc., qui m'est assez pénible. Et j'ai trouvé à ce moment-là important de dire, et je le redis ici, en fait, ce qui est périlleux, c'est que c'est les politiques qui s'emparent de cette question de chapelle pour pouvoir appliquer leur politique économique, quelque chose que aujourd'hui certains comme Jacques Fradin, je l'ai découvert cet été, appellent le despotisme économique, parce qu'il n'y a pas de discussion, il y a des étaux qui se referment, la psychiatrie publique va vers le privé, et c'est un despotisme qui s'abat sur nous, et donc ce despotisme utilise les chapelles. Et attention, dans notre domaine, mais aussi peut-être dans le domaine de la pédagogie, de l'éducation nationale, etc., pour ne pas tomber dans ce panneau-là qui nous est tendu par les politiques. Donc le but n'est pas du tout de chérir ou dire que cette théorie est plus importante que l'autre, mais c'est tout simplement pour réduire le système. Bon, j'avais beaucoup de choses à dire, mais vous voyez, on était un peu en prévu, on est en plus, là, la table n'est pas assez longue, donc voilà, on va respecter ça. On a entendu beaucoup de points de vue, d'expressions avec lesquels je suis en accord et qu'on ne peut que partager, donc je vais essayer de ne pas être redondant. Pour ce qui concerne notre travail de membres d'équipes soignantes pluridisciplinaires de secteur, on est confronté effectivement à difficultés, c'est peu de le dire, de paradoxes, d'impossibilités, de contradictions, si ce n'est d'impasse. On sait bien qu'il y a plusieurs raisons qui se croisent et on va juste tenter d'en énumérer quelques-unes, en écho d'ailleurs à ce qui a été dit également tout à l'heure, et notamment ce qu'ont dit les intervenants de la première table ronde, que je remercie également chaleureusement et qui effectivement nous permettent probablement de continuer aussi à nous exprimer comme nous essayons de le faire et à agir sur le terrain aussi comme on tente de le faire. Ce qu'on a évoqué hier, notamment, je pense que c'est Vincent qui l'a évoqué par rapport à la question du problème du jeu,
disais qu'il y a une bataille du sujet probablement à mener. En tous les cas, ce qu'on entendait encore relativement dans le champ psychiatrique, c'était l'intitulé clinique du sujet dans ses composantes effectivement d'histoire personnelle et sociale et évidemment la généalogie familiale pour partie inconsciente. Et cette clinique du sujet évidemment est de plus en plus évacuée aujourd'hui et probablement pour des raisons qui viennent de loin, pour ne pas dire de très loin. On évoque les temps obscurs que nous vivons, mais ces temps obscurs étaient déjà décrits, je crois que Roland l'a cité à quelques reprises, Théodore Adorno dans Minima Moralia, c'était 1951, si je me rappelle bien, c'est quand même pas tout à fait d'hier, quand effectivement Adorno évoque l'objectivité, pour ne pas dire l'objectivation des relations entre les êtres, et où l'humain est réduit à l'état de choses, donc, et cette chose étant évidemment marchandisable à l'infini. Adorno parlait de marchandisation, mais enfin en tous les cas on y était déjà. On peut parler aussi de Günther Anders, à peu près les mêmes années, donc vous voyez que c'est un processus qui infiltre l'évolution d'une société à très long terme. La question du sujet, certes, celle que tu aurais, je crois, souhaité évoquer, Dominique, qui est une autre évacuation, qui est celle de la folie. Et évidemment de la dimension anthropologique fondamentale de la folie, une folie partagée par nous tous. Et si on a quelques instants, je donnerai peut-être un exemple de folie partagée dans notre tentative d'habiter le monde et le monde psy qui est le nôtre. Donc, toute cette rationalité gestionnaire et marchande, elle se construit depuis fort longtemps. Et ce qu'on entend effectivement, c'est qu'on a beaucoup entendu le mot insurrection ou le mot résistance. Peut-être faire attention de ne pas se payer de mots quand même. Mouvement, soulèvement, on s'entendait de Georges Lieberman sans doute, insurrection, pour reprendre l'intitulé de l'opuscule du Comité Invisible, elle est à venir, elle est toujours à venir. Mais néanmoins, comment les choses peuvent se passer localement au niveau d'un secteur de psychiatrie, puisque c'était un petit peu ta question, et comment on fait avec ces résistances-là. Il ne faut pas perdre de vue non plus, nous qui défendons la psychanalyse dans les institutions psychiatriques, résistance, ça fait écho aux formations réactionnelles, et que dans des situations sociales particulières, et particulières depuis maintenant quelques décennies, donc un processus au long terme, il y a aussi des résistances qui se forment, des formations réactionnelles, pour effectivement mettre à distance les différents questionnements posés par la folie, voire par notre propre folie. À partir de là, j'utiliserai un terme qui nous a été soufflé lors d'une des réunions du printemps de la psychiatrie par Sandrine, ici présente, puisque voilà, une tête de lecture que je te dois et je t'en remercie, puisque tu avais cité l'opuscule de Marielle Massé intitulé Nos cabanes aux éditions Verdier. Je cite la bibliographie. Et dans justement cet ouvrage, Marielle Massé commence à évoquer, je vais être très court, Marielle Massé commence à évoquer un nom, à citer et à définir un nom commun qui s'appelle les nous, N-O-U-E-S, alors avec différentes appellations, en faisant référence à la ZAC de Notre-Dame-des-Landes. Les nous, c'est effectivement ce fossé herbeux en pente douce qui permet la régulation des cours d'eau, donc, et cette régulation permettant l'infiltration des eaux dans les sols, permettant aussi d'éviter des inondations trop importantes liées aux différentes opérations de remembrement des années 60-70, et également permet de réguler à l'inverse des épisodes de trop grande sécheresse et souvent des bras morts de rivière. Ouais, je vous renvoie à ce qu'elle écrit. Si j'en parle, c'est que le secteur où je travaille, notamment sur la ville de Villiers-sur-Marne. Alors ici, on est dans le 3e arrondissement de Marseille, c'est l'Est, c'est juste la banlieue à l'Est de Paris, c'est le Val-de-Marne, c'est ce qu'on appelle la Petite Couronne. Eh bien, à Villiers-sur-Marne, il y a un quartier plutôt enclavé, avec des tentatives de désenclavement, etc., qui s'appelle les Hautes-Noues. Voilà. Et donc,
cette question des nous, elle devrait effectivement nous être familière. D'autres quartiers s'appellent ainsi. Il y a le Clos des Nous à Montreuil, et puis bien évidemment aussi et surtout à Notre-Dame-des-Landes, on en a effectivement beaucoup parlé. Et puisqu'il est question de cette manière de faire lien, de nouage, de nous, et nous on peut l'entendre LOUS, et donc évidemment la référence au collectif n'est pas loin, qui n'est pas, comme vous le savez, une addition de je, plus je, plus je, plus je, mais un ensemble qui fait qu'on élargit quelque part le monde et les possibilités de la rencontre. Et donc, dans ce lieu-là, dans cet espace-là, peut-être ce qu'on peut essayer de manière très partielle et en recommençant toujours le lendemain, puisque ce sont des constructions relationnelles, institutionnelles et donc par définition éphémères, presque par définition éphémères, c'est construire des cabanes. Alors, quand on dit des cabanes, c'est des cabanes de mots, des huttes de pensée, des huttes de papier, des cordelles pour faire référence à l'Amérique latine, ou en tous les cas faire du lien et faire du tissu institutionnel pour effectivement permettre l'accueil, permettre la rencontre de l'après, justement, programmer le hasard, comme il y a quelqu'un qu'on connaît tous ici. Voilà, c'est ce qu'on essaie de faire, notamment, et je vais en finir par là, et notamment, puisque tu avais parlé de la création artistique et de recours à la culture, ça a beaucoup été dit précédemment, et c'est absolument essentiel, comment effectivement par exemple, faire travailler ensemble. Le mot d'émancipation, il est polysémique, il a tellement été utilisé, y compris par le cadre de l'Élysée, qui est aussi par d'émancipation, donc il faut faire attention aux mots qu'on utilise. Mais en tous les cas, ce processus-là, peut-être de resubjectivation, on va peut-être plutôt utiliser ce mot de manière un peu plus prudente, comment effectivement, par le biais d'ateliers de création artistique au sein de l'hôpital, au sein de l'unité d'hospitalisation, là où il y a des personnes qui arrivent en crise, en soins sans consentement parfois, etc., comment on peut essayer de subvertir ces résistances. Je parle des résistances et je parle des formations réactionnaires, y compris les nôtres, hein, et tenter d'analyser tous nos empêchements. Et c'est ainsi que on tente de faire au jour le jour, pas toujours avec succès, mais on a en tous les cas cet enthousiasme, si ce n'est l'ivresse des commencements, tout au moins l'enthousiasme des recommencements. Et peut-être pourrait-on finir par... Peut-être pourrait-on finir par cette phrase de Patrick Boucheron, professeur au Collège de France, et par rapport justement au temps que nous vivons et à la catastrophe que nous vivons. La catastrophe, elle a déjà eu lieu depuis longtemps. Hein. Si vous prenez la Société du spectacle de Guy Debord en 1967, hein, l'exact pendant de la marchandise et des rapports sociaux entre les gens et des rapports d'exploitation capitaliste, c'est tout simplement effectivement le spectacle et la spectacularisation généralisée du monde, et où effectivement toutes les personnes en soins comme soignants ont intériorisé. Parce qu'on parle de l'oppression, oui, très bien, mais au-delà de ça, ces rapports d'aliénation, notamment via l'outil technique, numérique, etc., il est intériorisé pour ne pas dire désiré. Pour avoir des exemples par rapport au désir, justement, de cette suraliénation dans laquelle sont les personnes qui travaillent dans nos champs. Et pour finir avec cette citation de Patrick Boucheron par rapport à la catastrophe, peut-être ce qu'il faudrait essayer de faire, c'est étonner la catastrophe. Voilà, on devrait étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait. Boucheron avait cité Les Misérables de Victor Hugo, et c'est sa conférence inaugurale au Collège de France qu'il avait fait quelques jours après les attentats de novembre de 2015. Et enfin, puisque je crois que c'est Roland qui avait cité hier Hannah Arendt citant elle-même Walter Benjamin sur « Donner poétiquement le monde », on va peut-être essayer d'habiter poétiquement le monde, pour reprendre l'intitulé de cette belle exposition qui avait eu lieu au LAM, le Musée d'art moderne, d'art haute et d'art contemporain à Lille, il y a quelques années. Donc, on peut se proposer d'habiter poétiquement le monde, peut-être. Merci. Donc, voilà le moment de prendre la conclusion de cette table ronde en ayant fait souffrir beaucoup tous les protagonistes parce qu'on est vraiment pris par le temps. Donc je te passe la parole et comme je me trompe dans tous les prénoms de l'appel du 13, je te laisse te présenter. Oui.
Sébastien Firpuy et Christophe Guiraud. Voilà. Donc on va prendre 5 minutes là pour conclure. L'idée c'est de pouvoir un petit peu, en prenant référence entre social et médico-social et santé, quelque chose qui prend un petit peu une approche sur les champs de façon plus générale. Donc en espérant garder l'attention avant le moment du repas, là, en étant un peu sur le fil. Voilà, donc on va se rapporter à notre écrit pour ça. Donc nous proposons de témoigner de notre expérience au sein des champs qui nous concernent, alors le comité 13, collectif, secteur social, psychiatrie, éducation, médico-social, et on va tenter ensuite de trouver un point qui nous rassemble, de tout ce qui engage la culture, en essayant de l'attraper du côté de œuvrer dans l'espace social, et pour le dire à nouveau, ce qui symbolise le lieu qui nous accueille aujourd'hui, le Tourski. Donc, pour en venir au thème de la séquence médico-sociale et santé, on pourrait dire que le secteur social est de plus en plus pris par la recommandation de pratiques rééducatives, comportementales, objectivantes, et le terme de santé mentale peut-être en témoigne aussi dans la psychiatrie. Santé mentale évoque une confusion entre psychique et corps. Comment concevoir un corps sans psyché? Alors il faut être en bonne santé, mais c'est quoi la bonne santé? Alors pour l'OMS, la bonne santé c'est un état de complet bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité. Donc qu'est-ce qu'un état complet de bien-être physique, mental et social? Est-ce que ça existe? Donc il nous est recommandé de faire la promotion de la santé, de maîtriser cette bonne santé et de faire de la santé une promotion. Est-ce qu'on n'entend pas là ce langage sémantique du côté économique, la logique efficiente, auto-entrepreneuriale, comptable? Faire de la santé une économie, ou plutôt faire l'économie de la santé. Ces transformations sémantiques évoquent le déplacement de l'industrie, du fonctionnement opératoire, les grilles, les protocoles, la machine, transposés sur le travail de l'humain avec l'humain déboulonné. On a dépassé le temps du diagnostic, là c'est ancré. Les institutions que nous connaissons imposent une organisation formalisée, normalisée, en oubliant les sujets fragiles et les effets concomitants des différentes lois qu'on connaît de ces 15-20 dernières années, qui transforment nos institutions en établissements, on pourrait dire en establishment. Donc cette déshumanisation oublie l'intérêt d'origine de tous nos lieux institutionnels, qui est prendre soin du public sans différenciation, sans condition. Alors on l'a déjà entendu à plusieurs reprises, il y a plusieurs exemples concrets et d'autres pourront peut-être s'exprimer après. Création de plateformes de soins hors sol, prestation de services pour l'orientation, des groupes d'associations de plus en plus importants qui s'apparentent au champ commercial, des politiques de fusion, des nouvelles formes de direction qui fonctionnent comme des groupes d'entreprises. Et les effets se poursuivent. Le manque de places en foyer de l'enfance, les intervenants en AMO qui frôlent les 40 dossiers chacun, la situation des jeunes migrants qui se trouvent à la rue avec ce curieux terme de non accompagné, mais qui doit dire quelque chose. Ces centres d'hébergement d'urgence bondés, des hospitalisations d'urgence de plus en plus difficiles à mettre en place et la diminution du nombre de lits en psychiatrie qui se poursuit, l'augmentation constante du nombre de personnes incarcérées, le taux de suicide en prison, la difficulté pour soutenir une hospitalisation. Donc, évidemment, c'est ce que l'ADA porte et dénonce depuis 10 ans, mais c'est jamais trop de le redire encore. Normalisation, recommandation, évaluation, mutualisation, quantification, objectivation. Et en soubassement, l'idée d'une norme qui vient recouvrir la loi, qui implique peut-être que l'anormal devient hors la loi. Cette loi qui doit protéger enferme. Alors cette perte de sens sur le terrain touche notre engagement. La question c'est comment soutenir et revenir vers une pratique pour l'humain, par l'humain. Parce que paradoxalement, cet accablement fait effet de résignation et met à distance toute l'histoire et les fondements des lieux au sein desquels nous intervenons. Alors comment révéler le cloisonnement de ces champs pour décloisonner justement, réinstitutionnaliser et continuer à construire pour faire ensemble, témoigner ensemble, inventer ensemble un lieu commun, un objet commun et un agir commun. C'est certainement à cet endroit que nous avons besoin d'un retour à la culture. Comment réengager cette préoccupation de l'histoire, de l'équité, de la solidarité, du respect de la singularité, initiateur et constitutionnel de la démocratie, qu'on pourrait définir comme ça, prendre soin de tous les citoyens et encore plus spécifiquement ceux en détresse. Alors on est là pour se retrouver et éviter de faire que répéter, dénoncer et faire un pas de plus pour agir. On entend souvent quelle solution? Alors on a envie de dire la contagion. Pourquoi pas contaminer un retour de cette inspiration, respiration,
pour participer à élaborer et apporter cette analyse dans chacun de nos champs, sur le terrain, y faire jouer la conflictualisation, la subversion, un retour à l'humain par l'humain pour l'humain. Et bien évidemment, pas ce soi-disant humanisme de l'illusion du consensus du politique d'aujourd'hui, qui annule toute crédibilité de la parole et des discours, pour qu'enfin, entre les dires et les actes, ça tienne. Porter la parole de ceux qui nous enseignent. La parole, justement, est-ce qu'on ne devrait pas la reprendre, la récupérer, partout où on ne nous la donne plus, construire des groupes, se rencontrer, se parler, dialoguer, supporter le conflit, la contradiction et s'y risquer, c'est-à-dire produire une pensée, une élaboration et une visée, et petit à petit mettre à mal un discours capitaliste et scientiste qui tourne en rond, enfermé sur lui-même, et penser un regard sur le monde par un retour à la politique, par la politique, et ce qu'elle ouvre, c'est-à-dire témoigner, agir et s'engager. Alors une question essentielle vient, est-ce que cela implique de réinvestir les lieux où tout ça se traite depuis déjà bien longtemps? Les syndicats, les associations militantes, les groupes et instances directement ou indirectement politisés? Est-ce possible de dénoncer le désinvestissement de ces lieux si nous n'y allons plus? Comment affirmer qu'on ne peut pas s'y reconnaître sans s'y faire connaître? Parce que se désintéresser du champ politique, se résigner à considérer que tous sont en dehors de l'idée que nous portons, n'est-ce pas participer à conserver le système et le régime actuel? Alors c'est l'idée que pour prendre la parole, il faut avoir un lieu où le trouver, pour être entendu, où la trouver, cette parole. Un lieu où on rencontre un discours qui s'élabore, qui nous ramène du souffle, un pas supplémentaire à la dénonciation, et cette dénonciation à la mettre au travail à plusieurs pour œuvrer ensemble. Donc on dit retour à la culture, à l'histoire, à l'influence politique, une poétique en son sens étymologique, c'est-à-dire l'œuvre de création qui n'est pas déjà écrite, mais à écrire. Œuvrer, inventer et mettre les pieds au sein de tous nos champs institutionnels, étatiques, associatifs, solidaires, et participer à penser ces lieux et en témoigner, aller chercher, puis faire passer ce qui nous permet de nous relever et de nous soulever. Alors cette affaire touche au cœur du social et du politique, et nous amène, pour terminer, à paraphraser Bourdieu. En se référant à l'éthique du soin et du social comme à l'éthique politique, la manifestation des souffrances sociales est à entendre comme un symptôme qui révèle l'état de la structure sociale. Cette éthique commune est soucieuse de connaître et de comprendre les véritables causes du malaise qui ne s'expriment au grand jour qu'au travers de signes sociaux difficiles à interpréter, comme par exemple les déchaînements de violence, les expressions les plus primitives de la souffrance, mais aussi la misère, parfois plus discrète, mais pas moins importante. Expression due aux effets des structures économiques et sociales exercées au quotidien, mais les marges de manœuvre laissées à la liberté passent par l'action politique. Et pour conclure dans le texte, ce que le monde social a fait, le monde social peut, armé de ce savoir, le défaire. Toute politique qui ne tire pas parti des possibilités, si réduites soient-elles, qui sont offertes à l'action, peut être considérée comme coupable de non-assistance à personne en danger. Je remercie particulièrement l'ADA 13 et tous les participants de cette table ronde, mais particulièrement l'ADA 13 parce que vous répondez à une question que je me posais moi, qui était comment sortir de l'horizontalité où nous vivons depuis très longtemps avec des notions avec lesquelles je suis tout à fait d'accord de fraternité et de partage, et comment effectivement structurer quelque chose qui reprenne des lieux historiques où ils sont déjà inscrits. Voilà. Donc là, vraiment, je vous remercie de tout cœur de cette conclusion. Je ne sais pas du tout, c'est comme tu as la casquette aussi d'organisateur, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? C'est-à-dire, est-ce qu'on va vous frustrer de questions ou pas? On prend deux questions rapidement. Alors, là, c'est celui qui prend le plus vite au micro. On est dans la sélection capitaliste. Je m'excuse, je suis déjà intervenu, mais il y a cet aspect peut-être de militant syndical qui fait que je me projette dans la poursuite des questions que vous avez soulevées, en particulier comment on peut sortir de cette situation et quel projet on peut avoir de façon précise.
Alors, je vais partir de l'exemple des EHPAD. Est-ce qu'on peut rester dans une situation des EHPAD où on accepte le côté mercantile? Le CNR disait la santé n'est pas une marchandise. Aujourd'hui, la santé est devenue une marchandise. Est-ce qu'on peut envisager de travailler ensemble justement sur autre chose? Pourquoi pas demander politiquement des EHPAD qui soient à but non lucratif et qui nous permettraient de répondre aux questions qui ont été soulevées tout à l'heure par Almas. Alors, je me permets de vous répondre sur les EHPAD. Il y a deux choses qui sont très compliquées à vaincre. C'est d'une part toute l'intoxication où on est que le vieux coûte cher. Donc, et c'est un poids, et donc il faudrait qu'il coûte moins cher, que ce soit les retraites ou que ce soit les EHPAD. Donc on a tous, en tant que citoyens, quand même quelque chose à voir avec cette question à laquelle parfois on contribue aussi en pensant que le vieux coûte trop cher et qu'il est un poids. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est que les EHPAD à but non lucratif existent. Et que d'ailleurs, quand j'étais responsable de formation dans ce secteur-là, on a découvert effectivement que vous avez raison, le prix des repas dans les EHPAD non lucratifs, il est le double du prix des EHPAD des repas dans les EHPAD lucratifs. Il y a vraiment un besoin d'information, c'est-à-dire que la vitrine de ces EHPAD, elle est celle de l'efficacité. Or, l'efficacité, elle est dans le service commercial et dans la décoration de l'entrée. Et donc, il y a quelque chose, on est tous leurrés par cette vitrine qui nous fait penser qu'elles sont plus performantes que les EHPAD, effectivement, à but non lucratif. Et on est, comment dire, enfumé par cette idée qui fait qu'en tant que citoyen, on a tendance aussi à penser que les EHPAD à but non lucratif sont rétrogrades, moins efficaces, avec des syndicats, et que finalement, alors qu'elles ont plus de personnel et plus en général de gens à mettre au service des vieilles personnes. Francis Danvers, Université de Lille. Alors pour vous mettre en appétit, j'aimerais faire monter à la barre un auteur qui me tient à cœur parce que j'ai passé 8 jours avec lui à Cerisy-la-Salle le mois dernier. C'est Jean Baudrillard, qui est contemporain de Guy Debord, qui est théoricien de la société de consommation, mais qui a illustré l'hubris, la démesure de notre société. Et de ce point de vue-là, c'est un penseur extra-lucide sur plein de choses qui ont été évoquées. Et je voudrais terminer par un mot poétique, parce que quand on lit Jean Baudrillard, il fait allusion à la parabole des 9 milliards de noms de Dieu. Je ne vais pas vous le raconter, sauf à table, mais vous pourrez très rapidement y avoir accès sur vos iPhones. Bon appétit. Il y a un monsieur là-bas. Alors, oui, on vous passe la parole parce que sinon il n'y a pas de femme qui parle. Merci. Allez-y. Ça, on ne l'a jamais fait. Bonjour, très rapidement, juste une requête auprès de tous les enfants et des métiers dont vous venez de parler. Je vais juste vous alerter sur le fait que la fameuse ordonnance de 45 relative à l'enfance délinquante est bien morte. Il y a 10 ans, je venais au 104 alerter sur le fait que Dati était en train de vouloir la faire mourir, qu'elle l'avait déjà beaucoup modifiée. Aujourd'hui, on vous le dit, elle est morte. C'est un code pénal mineur qui va donc être écrit, qui est tout ce qu'il y a de plus procédural et de normatif, qui fait fi du temps, qui fait fi de l'adolescence, qui n'a plus d'exposé des motifs. Je vous rappelle qu'en 1945, ils avaient dit que la France n'était pas assez riche de ses enfants pour en considérer certains définitivement ou irrémédiablement des mots perdus. Aujourd'hui, il n'y a plus d'exposé des motifs, il y a juste un code pénal mineur qui s'adosse sur le code pénal majeur, divisé en deux, comme on dit dans les tribunaux quand on donne une peine aux mineurs. Et il ne devait y avoir aucun débat parlementaire. Mme Belloubet avait dit ça ne se discute pas. On a résisté un peu. Il n'y a pas beaucoup de monde qui est au courant. Ça se fait dans un silence vraiment terrifiant cette fois-ci. Et il semblerait que peut-être, et surtout si vous vous battez à côté de nous et à côté de ces enfants-là, et avec nos métiers de la protection judiciaire de la jeunesse, des tribunaux et tout ça,
que peut-être on pourrait quand même obtenir encore un peu un débat pour qu'on ait au moins quelques voix humanistes, comme ce fut le cas depuis finalement ces 70 dernières années, et j'en ai passé 42 dans ce métier, en tant que psychologue, en tant qu'éducatrice au départ. Je pense que peut-être on pourrait obtenir qu'au moins vous puissiez tous vous prononcer sur qu'est-ce qu'on va faire de ces enfants-là demain, entre les procédures et la norme. Je vous remercie tous pour la qualité de votre écoute. Peut-être... on va donner la parole à la personne qui travaille dans ce métier. Allez-y. Oui, je voulais juste dire que, parce que vous avez dit que les EHPAD publics existent à but non lucratif, et qu'on trouve que les personnes âgées coûtent cher. Moi, je trouve que aujourd'hui, non seulement les personnes âgées payent, parce que souvent ces gens ils perdent même leur maison qu'ils ont payé toute une vie, et que leurs enfants perdent leur héritage en payant les EHPAD privés. Non seulement ils payent cher, et que ça coûte cher à l'État parce que c'est la région qui paye les aides-soignantes et les infirmières. Au final, les gens ils payent environ en moyenne 2500 €. Ils n'en ont pas pour leur argent par rapport aux soins qu'on leur donne, à ce qu'ils mangent, à comment ils sont soignés. Et qu'au final, ça nous coûte cher sans que personne y gagne sauf les actionnaires. Et c'est dans notre intérêt à tous de promouvoir les EHPAD à but non lucratif, parce que cet argent que les gens payent peut-être pourrait servir à leur donner des soins dignes et qu'ils puissent manger normalement et vivre normalement à la fin de leur jour. Merci beaucoup.